vous refaire un petit topo sur les différents financements pour l'amorçage de son projet, les tips à avoir quand on se lance en termes un peu financiers pour que vous ayez les bonnes pratiques, les notions comptables un peu de base que vont regarder les financeurs et aussi un panorama qu'on a essayé de rendre le plus exhaustif possible de ce qui se fait actuellement sur le marché. Pour vous donner un mini contexte avant de commencer, donc avec Constance, on travaille chez 3i Financement. On est partenaire de Live for Good et on a un cabinet de conseil sur le financement non dilutif. Donc du coup, non dilutif, on entend vraiment tout ce qui va être recherche de subventions et de dettes, souvent en effet de levier à des fonds propres, donc sur des structures qui ont déjà réalisé de l'autofinancement ou alors qui ont pu faire des levées de fonds par la suite. Donc nous, on a une casquette très conseil et une casquette aussi opérationnelle où on s'occupe du montage des différents dossiers si on identifie des dispositifs. Mais on y reviendra juste après. Donc du coup, on est structuré sous 3 principales verticales sur le non dilutif, comme je le disais. Donc une première partie sur les financements publics. Donc là, c'est tout ce qui va couvrir BPI, évidemment, qui est très actif sur l'entrepreneuriat et sur le financement des jeunes entreprises, surtout liées à l'innovation. On va retrouver aussi les régions, d'autres organismes comme l'ADEME, la Banque des territoires, etc. Une deuxième verticale qui est vraiment axée sur les financements privés, où là, on va adresser tout le réseau de financement bancaire traditionnel. Donc, soit sur une logique d'aller adresser une seule banque, soit plusieurs banques en logique de pool bancaire. On y reviendra juste après, aussi en fonction du stade de développement du projet. Et une troisième verticale qu'on a lancée un peu plus récemment sur tout ce qui touche à la fiscalité de l'innovation. Si ça concerne certains projets, on pourra en rediscuter un petit peu plus en détail, mais voilà, ça constitue un petit peu les 3 verticales qu'on adresse nous chez 3i. Donc aujourd'hui, on va commencer par faire un petit récap un peu des différentes sources de financement. J'évoquais le non dilutif. Cette slide pour les non-initiés à la finance, elle a vocation à reposer un petit peu les bases de qu'est-ce qu'on entend par dilutif, non dilutif, capital, dette. Enfin, il y a pas mal de jargon et un lexique quand même à connaître. Donc, n'hésitez pas à me couper ou alors à mettre aussi dans le chat s'il y a des choses qui ne sont pas claires, que vous avez des questions. On les prendra au fur et à mesure sans problème. Donc, cette slide, elle récapitule en fait un petit peu les 5 sources de financement qu'il peut y avoir pour développer un projet. Celle qu'on a mise en première, c'est la source de financement dilutif, celle qu'on ne couvre pas directement chez 3i et qui ne va peut-être pas vous concerner dans l'immédiat. Ça va concerner tout ce qui va être levée de fonds. Ça peut être aussi votre mise de départ dans le projet, donc le capital social initial, le capital que vous pouvez injecter sinon via des comptes courants d'associés ou via des premiers investisseurs, friends, family, ce qu'on appelle un peu plus communément la love money dans le jargon un peu de l'entrepreneuriat. Donc tout ça, ça va constituer ce qu'on appelle les fonds propres et les quasi-fonds propres de vos structures. C'est assez important, j'insiste dessus parce que c'est un indicateur qui est systématiquement regardé par tous les financeurs, que ce soit public ou privé. Et on y reviendra juste après, où on vous a fait un petit schéma pour vous expliquer un peu, ça conditionne en fait votre capacité d'endettement. Et donc, c'est des notions qui peuvent vous paraître un peu barbares si vous n'avez pas fait d'études en finance, mais c'est relativement simple et surtout, c'est quand même important à avoir en tête, même si vous êtes encore au démarrage. Donc ça, c'est vraiment le côté dilutif parce qu'il y a dilution de votre capital, tout simplement. Tout ce qui est non dilutif, du coup, c'est les 4 autres sources de financement qui suivent, là, qui ne touchent pas à votre capital, donc vous n'aurez pas à vous diluer.
C'est un peu le principe. La première, c'est la subvention auprès de pas mal d'acteurs publics sous des formes de produits, dispositifs qu'on redétaillera derrière, qui peuvent être assez spécifiques en fonction de votre activité, de votre type de projet. Donc là, très souvent, c'est des acteurs publics, des subventions qui sont souvent versées en 2 tranches et donc qui viennent finalement financer un projet très clair, très identifié sur des dépenses assez spécifiques. Donc là-dedans, ça peut être auprès de la BPI, vous avez peut-être entendu parler de la bourse French Tech, auprès des régions, des appels à projets divers et variés. Tout ça, ça rentre dans la catégorie, la grande famille des subventions. La troisième catégorie, c'est la famille des dettes, à proprement parler. Là-dedans, on peut retrouver du prêt d'honneur. Idem, on redétaillera si besoin. Le prêt d'honneur, c'est un peu particulier parce que c'est un prêt à la personne à taux zéro et non à l'entreprise, que vous réinjectez ensuite dans la structure. Prêt bancaire, à facturage, crédit bail. Tout ça, c'est en fonction un petit peu du projet, mais globalement, c'est essentiellement du prêt bancaire assez classique pour les projets. Sachant que sur cette partie, il faut déjà avoir un petit peu de développement. Mais on en reparlera juste après. La quatrième source qu'on a intégrée ici, c'est mécénat et dons. Donc ça va plutôt concerner les structures associatives. Je ne sais pas s'il y en a certaines parmi vous. Pareil, n'hésitez pas à repréciser si vous voulez un petit peu dans le chat. Comme ça, on peut savoir si vous êtes plutôt entreprise, plutôt asso dans ce que vous comptez mettre en place, parce que votre structure juridique va forcément avoir un impact sur la typologie de financement que vous allez avoir, sur votre modèle économique et donc comment vous allez développer derrière le projet. Donc, c'est quand même à prendre en compte dans le déploiement global de vos différents projets. Et la cinquième source, c'est l'autofinancement. Donc, c'est la meilleure source de financement qui soit, puisque du coup, c'est celle où vous avez un modèle économique qui vous permet d'être rentable, de dégager un bénéfice, et donc ce qu'on appelle la CAF. La CAF, c'est la capacité d'autofinancement et de la rentabilité qui va constituer petit à petit vos fonds propres. Ça, c'est le meilleur cas de figure, on va dire, dans lequel vous n'avez pas à faire appel à des investisseurs extérieurs, par exemple, et qui vous permet de vous déployer à un rythme plus modéré, mais finalement sans avoir à vous diluer du tout. Donc, voilà sur les principales sources de financement. Ici, on va revenir un petit peu sur les notions de capacité d'endettement dans différents cas de figure. Le premier, ici, c'est le cas plutôt d'une entreprise qui lève des fonds. Donc, en gros, on va retrouver les capitaux propres, comme je vous le disais au début, qui sont un indicateur assez clé auprès des financeurs qui vont déterminer en face la capacité d'endettement. Donc, en fait, ces capitaux propres, ils vont être constitués du capital social de départ et des primes d'émission potentiellement. Par prime d'émission, entendez levée de fonds. En gros, ça va être l'argent qui est mis par les investisseurs extérieurs, pour faire simple. Donc, vous avez tout ce montant duquel il faut soustraire les pertes potentielles que vous avez réalisées. C'est pour ça qu'en face, on a résultat net et report à nouveau. Bon, c'est des termes un petit peu comptables, un petit peu techniques, mais report à nouveau, de façon simple, c'est juste le cumulé en fait des déficits qui ont pu être faits sur les années précédentes. Et du coup, face à cela, vous avez la capacité d'endettement. Si vous devez retenir une chose, c'est de la théorie. La principale chose à retenir, c'est qu'en général, on dit qu'on peut avoir 1 euro de dette pour 1 euro de fonds propres. C'est la règle du 1 pour 1 que vous entendrez assez fréquemment. Aujourd'hui, on n'est plus tellement sur du 1 pour 1, malheureusement. Mais dans l'idée, c'est un petit peu ce qu'il faut avoir en tête. Sachant que si
du coup, il y a déjà de la dette historique sur votre structure, forcément, ça va réduire votre capacité d'endettement. Je prends un exemple, ce sera peut-être plus parlant. Mettons, bon, vous avez, pardon, vous avez mis un capital social de 1 000 € au départ. Vous faites une levée de fonds de 200 000 €, mais vous avez vous avez fait un déficit de 50 000. Du coup, il vous reste 150 000 € de fonds propres. Donc, en soi, vous avez 150 000 € de capacité d'endettement. Mais si dans le passé, vous avez déjà fait un crédit de 100 000 €, ça risque d'être un peu compliqué de retourner voir la banque puisque vous aurez plus suffisamment de fonds propres disponibles pour se réendetter en fonction du prévisionnel aussi que vous allez présenter. Donc, c'est globalement un petit peu le schéma à avoir en tête sur combien est-ce que je peux aller chercher. C'est du cas par cas. C'est aussi notre métier de vous donner un petit peu du conseil sur ces sujets, en fonction de où vous en êtes, stade de maturité, etc. Voir ce que vous pouvez aller chercher. L'autre cas de figure qu'on a mis ici, c'est le cas de la rentabilité sur un projet qui n'a pas besoin de lever des fonds, mais qui se développe, comme je disais tout à l'heure, plutôt sur la rentabilité du modèle économique et du coup sur la réalisation d'exercices bénéficiaires année après année. Donc là, on n'a pas des fonds propres qui sont constitués par l'injection de cash par des investisseurs extérieurs, mais plutôt des fonds propres qui se constituent au fil de l'eau avec l'activité économique en fait de la structure et le fait de dégager des résultats. Et donc ici, on va en fait retrouver comptablement les résultats qui ont été faits et en général, la capacité d'endettement, du coup, va être un peu supérieure. On va plutôt regarder comme indicateur la trésorerie de l'entreprise, c'est-à-dire un peu le cash disponible sur la structure, parce que la notion de cash se pose moins quand vous avez levé des fonds, puisque par définition, vous avez une augmentation de votre trésorerie qui fait qu'il n'y a pas forcément de sujet. Ils vont plutôt regarder la rentabilité d'un point de vue comptable. Là, on va pouvoir potentiellement, si les indicateurs sont verts et si les différents KPI qu'on redétaillera après sont là, ici, on pourra aller un petit peu au-delà sur la capacité d'endettement. Tout ça, ça reste assez théorique, mais ça vous donne les premières bases pour comprendre un peu le langage des financeurs, que ce soit public ou privé, et comprendre aussi juste après ce qu'on va vous détailler sur les différents produits, etc. Et surtout, réussir aussi à vous approprier ces indicateurs par rapport à votre projet et vous dire, OK, moi, quel est mon modèle dans tout ça, où est-ce que je me situe, à terme, comment je vais trouver mes sources de financement et constituer mes fonds propres. Donc, il faut savoir aussi sur les différentes sources de financement, j'y reviens, on va y revenir juste après aussi, mais sur la subvention et sur la dette, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez besoin d'un apport en face pour pouvoir activer la subvention ou la dette. Donc, soit un apport de votre part, soit du prêt d'honneur, soit des investisseurs extérieurs dans le projet. Donc, voilà un peu sur la première partie quand même assez comptable. Je ne sais pas si pour le moment il y a des questions à ce stade ou pas. D'accord ? Il n'y a pas de message. Ok. Et ben, peut-être que ça viendra après. N'hésitez pas vraiment à poser des questions, Ouais. Soyez pas trop timide. Je crois que c'était très clair. Ok, bah, tant mieux. Mais de toute façon, on prendra un temps aussi à la fin pour des questions-réponses et si besoin, on pourra recaler des créneaux aussi avec certains ou certaines d'entre vous. Donc, voilà, n'hésitez pas. Donc, on passe à la suite. On va vous présenter maintenant un petit peu plus dans le détail les différents produits qu'on évoquait sur la subvention, sur la dette, etc.
Dans un premier temps, on a quand même gardé cette slide qui détaille un petit peu la stratégie d'investissement. Donc plutôt côté equity, là dans le cas de projets qui pourraient lever des fonds, encore une fois, pour que vous puissiez avoir les principaux indicateurs. Donc en règle générale, on identifie 3 stades de développement pour des projets: la création, l'amorçage, le développement. Sur la phase de création, très souvent, quand on cherche à lever des fonds, d'abord, on va plutôt s'adresser à ce qu'on appelle des business angels, qui sont des personnes physiques, soit individuelles, soit qui se regroupent autour de réseaux ou de club deal de BA. Là, sur des tickets minimum de 50 000 €, les montants ici, les fourchettes sont à titre indicatif puisque ça bouge beaucoup et c'est très variable d'un projet à un autre. Mais globalement, sur un projet, on essaie d'abord d'aller convaincre des business angels sur les phases de pré-seed. Sur les phases de seed, donc amorçage, là, on va plutôt rentrer sur du fonds d'investissement qui vont pouvoir se positionner soit en lead, soit en co-lead, en fonction aussi des montants qui vont être recherchés dans le cadre de la levée. Sur la Alice, tu levée. peux peut-être, excuse-moi, mais tu peux peut-être préciser ce que sont les leads et co-leads Oui, pour. totalement. En fait, dans le cadre de la stratégie d'une levée de fonds, certains fonds d'investissement vont avoir pour stratégie de se mettre en lead. Ça veut dire qu'ils vont prendre le montant principal du tour et aussi donc le risque associé et tous les sujets de ce qu'on appelle la due diligence. En fait, ça va être tout l'audit sur le projet, redétailler les comptes, s'assurer qu'il n'y a pas de risque associé à cette entreprise dans le cadre de la levée de fonds. Et donc, c'est ce fonds, on va dire, lead, qui porte cette responsabilité et qui prend la part de dilution la plus importante et qui amène au pot le montant le plus important sur le tour de levée et à qui s'associent des fonds qui sont en co-lead. Et en fait, les fonds en co-lead, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, ils sont plutôt dans une stratégie où ils vont aller investir dans plus de projets, puisque du coup, ils vont mettre des montants plus faibles et n'ont pas apporté la charge de tout ce que je disais par rapport à la due diligence du projet, ce qui leur permet d'investir dans beaucoup plus de projets, faire plus de volume en fait sur l'année en termes d'investissement. Donc, sur la stratégie de levée, c'est important à prendre en compte. On parle de thèse d'investissement sur les fonds, puisque en fonction des fonds d'investissement de venture capital, ils n'ont pas tous les mêmes enjeux et les mêmes ressources aussi en interne, ce qui justifie derrière des stratégies un peu différentes. Je précise que sur cette partie-là, nous, ce n'est pas notre sujet principal. En revanche, on connaît beaucoup de fonds d'investissement et de business angels parce qu'on échange beaucoup de dossiers avec eux. Donc, on peut, si besoin, faire un petit peu des mises en relation sur cette partie, même si ce n'est pas notre cœur de métier, le côté fonds d'investissement. Juste pour préciser. Et ensuite, en fait, sur capital risque, donc venture capital et capital développement, là, sur des montants plus importants, ça va être vraiment sur des projets plus matures qui ont des gros besoins de refaire des tours de levée pour trouver la rentabilité, pour scaler le projet. Il peut y avoir plusieurs stratégies en fonction des boîtes. Voilà un peu sur cette partie. Et du coup, ici, on a une slide qui vous redétaille un peu les différents produits. Là, du coup, plus en termes de non dilutifs, mais en comprenant bien qu'en fonction des différents stades de maturité, vous allez avoir des besoins et donc des ressources qui vont se mettre en face. Et ce qui fait le lien avec les fonds propres, comme on l'a vu juste avant. Et du coup, je te laisse la main, Constance, sur
sur cette partie. Tu te mutes ou pas? Ah oui, il faut que je me... Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Du coup, par rapport aux différentes phases de développement dont Alice a parlé, il y a un peu des besoins associés à chaque phase, donc à la création. Là, j'imagine que vous êtes à un stade, n'hésitez pas vraiment à écrire dans le chat, comme ça, nous, on sait aussi à quel stade vous en êtes, si vous êtes vraiment à l'idéation, si vous avez une idée un peu du produit que vous voulez faire, si vous en êtes à un stade un peu plus avancé de création, vous avez déjà potentiellement votre structure, votre prototype qui est en cours de développement. Et généralement, à la création, on associe beaucoup des besoins de techno et de R&D justement pour développer sa solution. Donc, à ce stade-là, on va associer beaucoup toute la partie prêt d'honneur dont Alice parlait. Et peut-être que juste après, je détaillerai un peu plus la partie des organismes, mais on va retrouver grosso modo tout ce qui est réseau initiative. Ça, c'est généralement l'organisme le plus généraliste que vous allez retrouver. On a aussi des Wilco, des réseaux entreprendre, des France Active, qui vont pouvoir, autour entre 20, 30, 50 000 euros parfois, pouvoir vous accorder des prêts d'honneur et vous permettre d'injecter, vous, dans votre société, en compte courant d'associés, de l'argent pour ensuite faire un effet de levier sur de la subvention. Majoritairement, à la création, vous allez retrouver de la subvention comme la bourse French Tech, qui va être le premier dispositif que vous allez pouvoir activer, qui est une subvention de 30 000 euros sur vos dépenses de développement technique. Donc, pour rentrer juste dans le détail de ce produit-là, qui est un peu le produit phare de BPI France, vous allez bénéficier d'un taux d'intervention de la part de BPI de 70%. Donc, vous allez présenter 45 000 euros de dépenses pour obtenir 30 000 euros. Et le produit, il est divisé en 2 tranches. Donc, vous devez justifier une première partie des dépenses pour obtenir la deuxième tranche. Et c'est la particularité un peu des subventions, c'est qu'à chaque fois, il vous est nécessaire de justifier et donc de présenter des programmes et des dépenses cohérentes. Ensuite, au niveau de... Donc là, j'en ai précisé aussi, il y a toute la partie InnovUp qui est un petit peu, qui est un peu comme la bourse French Tech, elle est réservée aux sociétés de moins de 1 an. L'InnovUp, c'est le produit un peu comme la BFT, mais réservé au niveau de l'Île-de-France, où vous allez pouvoir avoir entre 30 et 50 000 euros de subvention pour la faisabilité. Et après, le FPI, c'est l'équivalent de la bourse French Tech, mais pour les structures immatriculées dans Paris intramuros. Mais grosso modo, ces 3 produits-ci vont venir financer les premières étapes de développement d'un produit et donc vos dépenses de R&D. Sur la partie amorçage, donc vous avez toujours ces dépenses, enfin les dépenses de R&D sont un peu sur tout le long du projet parce que vous avez toujours besoin d'améliorer, enfin dans une logique de développement continu de votre produit et d'amélioration. Donc ici, on va retrouver des produits un peu plus qui s'apparentent à de la dette, comme le prêt innovation R&D, l'avance récupérable qui correspond à un prêt taux zéro auprès de BPI France. Et puis au-delà de ça, vous avez aussi des premiers besoins de sales marketing, pourquoi pas BFR aussi, pour accélérer le développement de votre activité sur les aspects commerciaux. Et donc à ce titre, vous avez toute la partie bancaire qui va pouvoir, que vous allez pouvoir aller chercher, notamment si vous avez un petit peu de traction, et aussi toute la partie BPI France associée au développement commercial, dont le pré-amorçage investissement. En dehors de ces produits-là, vous avez aussi toute la notion de crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation qui vous permettent de bénéficier d'aide de l'État si vous avez une innovation spécifique et des dépenses associées. Ça, si vous avez des questions spécifiques, on pourra en parler à la fin, parce que je ne sais pas trop si vous êtes 100% concerné. Et ensuite, sur la partie développement, donc il y a toujours cette logique, encore une fois, de développement R&D. On retrouve la partie développement commercial avec des produits phares de BPI France, éventuellement des poules bancaires, parce que c'est une phase où vous avez plus de traction, peut-être presque de la rentabilité. Donc, les banques vont pouvoir s'associer beaucoup plus facilement pour vous octroyer des prêts. Et ensuite, il y a aussi la partie internationale qui peut arriver à ce moment-là, dès lors que vous voulez exporter le développement de votre structure. Ça peut être à travers l'assurance prospection.
ou d'autres produits plus régionaux. Si ce n'est pas à l'international, ça peut être toute la partie TPE, PME. Ça, c'est sur la partie Île-de-France, c'est un peu plus spécifique. Mais il est dans l'international parce que chez 3i, c'est au niveau de cette BU qu'on s'en charge. Ça, c'est pour la partie des produits un petit peu classiques, on va dire, qui sont pris en charge sur cette slide, en tout cas plutôt par BPI France et les régions et les pools bancaires. Et dans un temps 2, juste derrière, je vais faire un petit focus un peu plus sur la partie impact et ESS qui vous concerne davantage, où on va essayer de décrypter un peu, enfin décortiquer la partie financement public, la partie financement privé, vous parler un petit peu plus des financeurs, leur donner des noms pour faire en sorte que vous repériez davantage. Du coup, pour commencer sur la partie financement public, on va retrouver tous les acteurs, enfin tous les produits, grosso modo, de l'impact vont découler majoritairement du plan d'investissement France 2030, qui est un plan d'investissement qui avait été lancé en 2021 par le gouvernement à hauteur de 50 milliards d'euros. Et on va retrouver des opérateurs, donc, que sont BPI France, l'ADEME et la Caisse des dépôts, entre autres, qui vont publier des appels à projets, ce qu'on appelle des appels à projets récurrents ou pas, sur différentes thématiques jugées prioritaires. Ça peut être la mobilité, la santé, et chaque opérateur va prendre en charge ces thématiques-là. L'ADEME va beaucoup plus être focus sur les sujets de décarbonation, d'économie circulaire. BPI France sera un peu plus généraliste et s'occupe davantage de la partie concours, innovation. La Caisse des dépôts, ça peut être un peu plus sur l'ancrage territorial, l'impact social et l'aspect culturel. Et la spécificité de ces produits qu'on appelle les appels à projets, c'est que vous allez avoir des guichets ponctuels. Donc, vous avez souvent des dates de relève et des clôtures définitives. Donc, si vous ratez le coche, entre guillemets, vous n'êtes pas sûr de pouvoir repostuler. Donc, c'est important aussi d'avoir cette notion en tête de si j'ai un appel à projet qui correspond à mon projet, de ne pas rater, de veiller à postuler. Et sachant que je ne l'ai pas précisé, mais tous les produits que je viens de vous décrire juste avant, c'est des guichets permanents, enfin on les appelle comme ça. Vous pouvez déposer en gros un dossier au fil de l'eau. Les pays R&D, les bourses French Tech, etc., c'est des budgets qui sont votés chaque année. Et donc vous avez jusqu'à écoulement des fonds la possibilité de déposer un dossier tout au long de l'année. Là où du coup avec les appels à projets, c'est un peu différent puisque vous devez déposer les dossiers aux dates de relève et avant les dates de clôture. Tac, tac. Est-ce que l'autre avantage aussi, j'en ai pas parlé, sur les appels à projets, vous avez des typologies de produits qui sont intéressantes puisque vous avez majoritairement de la subvention ou vous pouvez avoir aussi des prêts bonifiés avec du différé pour BPI France, qui est majoritairement l'avantage sur ce financeur-là. Et au-delà, j'ai pensé à un autre truc, mais je viens d'oublier. Je penserai tout à l'heure. Si j'oublie des choses, n'hésite pas à me compléter. Est-ce que vous avez des questions déjà là-dessus ou... Là, il y a peut-être une question, mais j'ai des trucs dans la conversation. Ok. Pas de souci, Clément. Au-delà du coup de ces appels à projets-là, auxquels vous pouvez postuler, vous avez un peu le financeur par excellence de l'impact au niveau public qui est France Active, qui est un réseau d'entrepreneurs engagés qui a été développé dans les années 80 ou 90 et en gros qui fonctionne avec une logique d'antenne un peu par département et peut vous proposer beaucoup d'aides, notamment des financements, mais surtout sur la partie conseil et accès à un réseau. Eux, c'est vraiment des acteurs qui vont se focaliser sur l'économie sociale et solidaire et qui vont s'assurer que les projets qu'ils investissent, dans lesquels ils vont aider, ont un impact au niveau local et ont surtout un vrai impact social et environnemental. Ils ne vont pas juste s'attendre à ce que votre projet coche une ou deux cases, ils vont vraiment l'analyser de long en large et en travers pour vous accompagner. Paris Initiative Entreprise, le logo qu'on a mis juste sur la droite, c'est l'antenne de France Active à Paris, qui est la fusion un peu de Réseau Initiative et France Active, donc, qui grosso modo pour toutes les structures qui sont immatriculées à Paris vont pouvoir, si vous êtes immatriculé à Paris, c'est cet interlocuteur-là que
vous allez avoir. Et du coup, France Active va pouvoir vous aider sur toute la partie, on va pouvoir vous conseiller sur toute la partie stratégie de votre structure, tant au niveau modèle économique ou au niveau partenariat. Ils vont pouvoir vous mettre en relation. C'est hyper intéressant d'intégrer leur réseau en tout cas. Et sur la partie financement, vous allez pouvoir bénéficier de prêts d'honneur, plutôt sur les projets à la création jusqu'à 3 ans, et toute une partie de prêts participatifs dès lors que vous avez un petit peu de traction en cofinancement avec des autres structures bancaires. À noter aussi que la particularité de France Active au niveau des prêts d'honneur, c'est que ça fonctionne aussi en cofinancement. Donc, dès que vous allez demander un prêt d'honneur à France Active, en face, on s'attend à ce qu'il y ait un cofinancement bancaire ou autre, ça peut être BPI France, pour vous permettre d'avoir ce prêt d'honneur. Et au-delà des financements et des produits dont je viens de parler, vous avez tout un pan aussi de garantie que France Active peut octroyer aux structures bancaires. Et ça peut être intéressant parce que initialement, c'est surtout BPI France qui va pouvoir garantir les prêts bancaires à hauteur de 60-65%. Là, France Active va pouvoir vous mettre ces garanties-là. Et puis, si vous êtes des femmes cofondatrices, ça peut même monter jusqu'à 80%. Donc, ça vaut vraiment le coup parfois de vous rapprocher des antennes régionales qui correspondent à vos sièges d'immatriculation. Au-delà de France Active, tout à l'heure, on a vaguement parlé de la partie régionale où vous allez retrouver, c'était des exemples de la région Île-de-France. Je ne sais pas du tout où est-ce que vos structures sont immatriculées, ou est-ce qu'elles ont vocation à s'immatriculer. Si vous n'hésitez pas à le mettre dans le chat, comme ça je peux aussi faire des focus en fonction de vos lieux. Mais donc au-delà de l'InnovUp par exemple, du TPEP ou du PMUp à l'image de l'Île-de-France, qui sont des produits spécifiquement d'Île-de-France, on va retrouver tout un tas de produits régionaux d'appel à projets auxquels vous allez postuler et qui vont correspondre, encore une fois, à vos à vos sièges sociaux, là où vous allez faire vraiment votre activité, éventuellement des établissements secondaires si vous avez dans un temps 2 des usines à créer, etc. Le but étant de postuler aux appels à projets qui correspondent du coup à votre activité, là où vous avez le plus d'ancrage, de création d'emplois. Et chaque région a un petit peu ses thématiques prioritaires. Donc en Bretagne, vous n'allez pas retrouver les mêmes appels à projets, par exemple, qu'en PACA, tout simplement parce que chaque région a ses spécificités. Et donc, chaque région va allouer son budget en fonction de ses besoins. Au-delà des régions... Léa nous dit qu'elle est en Alsace. Donc, est-ce qu'il y a des particularités liées à ta connaissance à la région Alsace? En Grand Est, non, pas de particularité. Non. Mais encore une fois, nous, au sein de 3i, on fait tout un travail de veille sur les produits nationaux. Donc, toute la partie France 2030, on a en tête les thématiques qui sont priorisées au niveau national. On les connaît bien au niveau national. Après, au niveau régional, en fonction de la thématique de ton projet, de tes besoins de développement à venir, si c'est plutôt du développement commercial ou de la R&D pure et dure. Nous, après, on est capable en interne aussi de faire des recherches en fonction de vos régions. Donc là, par exemple, pour le Grand Est, on regarderait les appels à projets. Et puis après, on a toute cette partie de conseils pour vous sur... on est capable de vous donner les dispositifs auxquels vous pourriez prétendre en fonction de vos régions. C'est surtout par rapport à ça. Mais pas d'inquiétude sur le Grand Est. Je pense que c'est une région qui est bien financée globalement. Donc ça, c'était sur la partie financement public. Sur la partie financement privé, on va retrouver tous les financeurs historiquement impact au niveau des banques. Donc ça peut être la nef, le crédit coopératif, qui vont pouvoir vous proposer tous les produits classiques d'une banque, éventuellement avec du différé pour certains si vous avez vraiment de l'impact. Et au niveau des produits, c'est donc tout ce qui est crédit, ça peut être des billets de trésorerie, de la facturage, toutes les aides du crédit bail si vous avez des machines à financer par exemple. Mais c'est tous les produits classiques, c'est juste que ces banques, ces acteurs-là, ils vont vraiment veiller encore une fois à ce que votre projet ait de l'impact, et ils vont exclusivement intervenir sur des boîtes à impact social, environnemental, écologique, etc. Au-delà de ces structures historiques, vous avez de plus en plus de structures bancaires classiques qui vont aussi ouvrir des pôles impact, à l'image de BNP qui a créé un programme il
il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant, qui s'appelle Act for Impact et qui va vraiment, qui vise à accompagner des structures tous les ans qui ont des thématiques environnementales, sociales, etc., qui remplissent surtout des critères des objectifs de développement durable promulgués par l'ONU. Et grosso modo, si vous rentrez dans leur case, vous pouvez bénéficier de tout le réseau de BNP, donc de rencontrer des potentiels partenaires, des potentiels clients, d'avoir des prêts à taux bonifiés aussi. Et c'est la même chose pour les autres banques. La Banque Postale, par exemple, aussi va avoir un pôle impact et va pouvoir vous proposer des produits. La caisse d'épargne aussi, c'est juste que les banques classiques vont moins communiquer dessus que sur des produits, que sur des dispositifs classiques. Mais en tout cas, nous, on en connaît un petit peu en interne et donc on est capable de vous mettre en relation aussi pour certains dispositifs avec ces acteurs-là. Et en dernier point, il existe une infinité d'autres produits qui s'offrent à vous, d'autres manières de financer votre projet. En dehors de ces financements dont on a parlé, on va retrouver toute la partie financement participatif, comme l'ITA, comme ce que propose l'ITA. Donc, vous pouvez ouvrir votre capital à des particuliers sous la forme d'obligations convertibles. Et donc là, les particuliers peuvent directement investir dans vos projets. Ça peut être des fonds de dotation, des fonds d'épargne solidaire, où vous allez... les fonds d'épargne solidaire, typiquement, c'est des fonds 90-10, où vous avez 10% de l'épargne qui est dédiée à des projets très impact, dont le retour sur investissement n'est pas forcément aussi élevé que des projets dits classiques. Donc, ils vont vraiment se focaliser sur l'impact et pas forcément sur le retour sur investissement. Et donc, voilà un petit peu près pour ces produits-là. Est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce que vous avez des questions aussi? Il y a peut-être une question. Oui, bien sûr. On pourra en parler. Hop. On peut passer à la prochaine slide. On aura plus le temps. Si vous voulez, à la fin, vraiment, n'hésitez pas à prendre la parole pour que ce soit aussi plus interactif et plus pratique pour vous, pour nous poser vos questions un peu sur mesure, surtout qu'on n'est pas non plus en grand nombre, donc ce sera assez facile. Juste avant de terminer, du coup, toute la partie des critères, regardez, c'est un petit peu un débrief de ce qu'on a vu, mais grosso modo, toujours garder en tête ces critères-là. La partie fonds propres, qui va vraiment vous permettre de déterminer les montants que vous allez pouvoir aller chercher, associés à la partie endettement, donc tous les endettements historiques, et garder en tête cette logique de cofinancement, de partage du risque, et donc que le financeur n'interviendra jamais plus que ce que vous avez au niveau des fonds propres et des quasi-fonds propres. La trésorerie aussi, c'est une métrique qui est très regardée parce qu'ils vont permettre aux financeurs surtout de se dire, OK, d'ici 1 an ou 2 ans, dans le prévisionnel, vous présentez par exemple des cash flows positifs. La banque va être rassurée, va se dire, OK, la société va pouvoir me rembourser les échéances, les mensualités, les intérêts associés au prêt que je leur ai octroyé. Donc la trésorerie aussi, c'est un élément qui est hyper important. Et par exemple, si vous levez des fonds à hauteur de 300 000 euros, par exemple aujourd'hui, donc vous avez des fonds propres élevés. Si jamais vous avez tout dépensé d'ici 2 mois, le financeur ne pourra pas vous aider, quand bien même vous avez levé des fonds, parce que vous n'avez plus de disponibilité sur le compte. Un autre critère qui est important, qui n'est pas forcément le plus regardé, mais qui va rassurer les financeurs, c'est la partie modèle économique. Dans quelle mesure est-ce que votre modèle économique permet d'atteindre une rentabilité à terme, mais surtout d'être un minimum robuste, ou de permettre une certaine récurrence dans les revenus pour rassurer aussi les financeurs. Donc, par exemple, que vous soyez un SaaS, ou si vous êtes plutôt un prestataire de services en one-shot, ça va vendre la vente de marchandises, ça peut influencer en tout cas les décisions des financeurs, en se disant que le SaaS B2B est forcément un modèle plus rassurant parce qu'il y a une récurrence du revenu. Là où si vous avez que du one shot, les financeurs peuvent se dire,
c'est des gros contrats, mais si vous n'avez pas votre client qui va vous payer 30 000 euros, vous avez trop de dépendance vis-à-vis de lui. Du coup, le mieux, c'est d'avoir, le mieux, mais ça, c'est toujours difficile, c'est d'avoir une certaine diversité dans les revenus pour justement avoir cette résilience au niveau du modèle économique et atteindre plus sereinement la rentabilité. Et enfin, sur la partie la partie critères, l'impact est important, surtout sur la partie financeur impact. Donc, c'est important de votre côté de se pencher dès l'idéation ou dès la création de votre structure sur un suivi d'indicateurs que vous mettez en place. Ça peut être du social, de l'environnemental. Pourquoi pas faire un bilan carbone ou une analyse de cycle de vie ou un bilan en fonction de votre activité, de l'orienter selon l'activité, mais surtout, ce sera forcément valorisé de mettre en place un suivi de ces indicateurs dès le début et garder en tête aussi toute la notion de labellisation et des statuts de l'économie sociale et solidaire qui sont aussi regardés notamment par France Active ou pour obtenir un dispositif chez eux, par exemple. Il est toujours presque maintenant indispensable d'avoir le statut ESUS ou à minima société à mission, donc vraiment avoir une raison d'être qui est inscrite dans vos statuts orientés sur un impact social, territorial, environnemental, etc. Voilà pour les critères. Après, on peut passer à la stage suivante, je pense. Sur le timing d'activation, bon, ça on monte toujours, mais c'est pas très intuitif, mais il faut garder en tête que d'aller chercher de l'argent au moment où vous en avez le moins besoin, parce que c'est à ce moment-là que vous pourrez le plus convaincre les financeurs, tout simplement. Donc la logique, c'est au moment où vous avez des fonds propres assez élevés, donc ça peut être un capital social, des apports personnels dès la création, un compte courant d'associé, un prêt d'honneur injecté en compte courant d'associé, ça peut être une levée de fonds en friends and family ou une levée de fonds classique. Juste après, la stratégie, c'est d'aller plutôt voir BPI France qui va être un financeur public qui va pouvoir vous octroyer un différé sur les produits. Éventuellement, là aussi, vous pouvez aller chercher tous les dispositifs impact dans un premier temps et dans un temps 2. La banque sera un peu le dernier acteur à aller voir parce que c'est le seul qui ne propose pas de différé. C'est celui qui a le plus d'aversion au risque. Et généralement, la structure nécessite d'avoir un petit peu une certaine maturité, éventuellement de l'attraction. Et vous aurez beaucoup plus facilement un prêt bancaire après avoir obtenu un prêt BPI France parce qu'il y a cette notion de différé qui va rassurer la banque dans le remboursement des mensualités. OK. Et puis après, je pense, voilà. Après, bon, c'est pour finir, Alice avait commencé par nous présenter, donc la boucle va être bouclée. Mais pour vous donner un peu plus de billes par rapport à notre fonctionnement au niveau opérationnel, on a l'habitude de fonctionner, donc de faire des présentations comme celle-ci, mais aussi de faire des sortes de speed meetings en one-one. Donc, on prendra le temps avec chacun ou chacune d'entre vous, si vous en avez besoin, sur une demi-heure, de creuser ensemble vos besoins de financement, d'analyser votre activité. Si vous avez des questions autres sur votre modèle économique ou juste besoin de conseils, on est là pour ça. Et puis, ça peut être l'occasion aussi, du coup, de mettre en place avec vous une roadmap financière, donc tous les financements auxquels que vous pourriez activer, tant sur les sujets de R&D ou sur les sujets plus de développement commercial. Et dans un temps 2, si jamais vous voulez travailler avec nous, on s'occupe du coup du montage du dossier. On a des équipes d'ingénieurs en interne et des financiers. Et donc, on s'occupe tout de A à Z, des livrables, de l'instruction, de l'introduction avec le financeur. On ne se substitue jamais à vous. C'est vous qui allez pitcher tout le temps votre projet, mais le but étant de vous donner toutes les billes pour maximiser les chances d'obtention d'un dispositif. Et donc voilà, on est vraiment là pour faire du conseil et sur la partie opérationnelle, toute la partie montage du dossier. Et s'il y a des compléments aussi, on est à disposition pour vraiment vous conseiller auprès des financeurs, grosso modo. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, même si c'est un peu spécifique sur vos projets. Je ne sais pas ce que tu en penses. Pour info, Constance et Alice, parmi les participants, il y a énormément de profils qui sont des profils qui viennent d'intégrer la promotion Sud.
et qui ont commencé lundi. Donc, jusqu'à hier soir, on était en campus à Nice, enfin à Sophia Antipolis, donc avec des projets qui sont pour beaucoup relativement early. Mais voilà, je laisse la parole pour les questions. Puis merci beaucoup, c'était particulièrement intéressant. Je pense qu'on va diffuser très largement le replay auprès de tous ceux qui viennent d'arriver et qui n'étaient pas dispo aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'ils sortent de 3 jours entièrement consacrés à l'E4Good. Ils avaient peut-être quelques urgences de projets à gérer. Qui a une question à poser? Levez la main éventuellement parce qu'on ne vous voit pas forcément tous sur la mosaïque. Alors, Léa a une question. Je ne sais pas si c'est vraiment concerné ou pas, mais déjà, oui, merci pour la présentation. C'est vrai que moi, personnellement, c'était surtout à titre informatif et de comprendre un peu et de voir, parce que, comme a dit Lionel, on sort de ces 3 jours et c'est encore tout frais, tout nouveau. Mais moi, c'était surtout par rapport, je ne sais pas si vous savez, au niveau des aides publiques par rapport avec Pôle emploi ou des choses comme ça, en fait, comment ça se passe? Je sais qu'il y a des aides par rapport à la création d'entreprises ou ce genre de choses. Et c'est vrai que je trouve Enfin, j'ai déjà échangé avec un conseiller, mais ils répondent pas vraiment aux questions sur des parties de création d'entreprise un peu plus, on va dire, artistiques. Donc, je sais pas si vous avez peut-être plus d'informations sur cette partie-là. Toi, là, tu parles de micro-entreprise ou ce serait toi ou c'est une vraie structure SAS? C'est des notions d'ACRE, par exemple? Pour l'instant, j'ai rien du tout, justement, parce que en fait, j'avais déjà eu une micro que j'ai fermée. Et justement, en fait, en intégrant Life for Good, c'était déjà de voir qu'est-ce qui serait le plus adapté et de voir tous les possibles, on va dire. Alors, sur Pôle emploi, nous, c'est vraiment pas notre cœur de métier. On va pas trop avoir de connaissances là-dessus pour être tout à fait transparente. Après, est-ce que tu as déjà réfléchi, du coup, j'imagine que tu as un projet en tête. Nous, enfin, sache et en tête que le statut de micro-entreprise ne te permet pas d'accéder à des financements publics comme BPI France, par exemple, où c'est davantage une structure commerciale, enfin une SAS classique ou une SASU qui va pouvoir, tu vas pouvoir accéder via ces structures juridiques-là. Après, je n'ai aucune idée de ton projet, etc. Mais sur la partie Pôle emploi, je t'avoue que c'est un petit peu chou blanc de notre côté. Ok, pas de souci. Merci. Une autre question? Souleymane, pas de question? Non? Hélène? Non, j'ai pas de question, merci. Clémence, pas de question non plus? Ah, j'ai Sandra qui a une question. Moi, j'ai pas de question non plus, moi. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Vraiment, les schémas, c'est super clair et ça fait du bien de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Moi, j'ai une question, mais je ne sais pas si vous sauriez y répondre. Mais c'est juste qu'il y a 2 ans et demi, avec mes anciens associés sur un autre projet, on avait reçu par France Active, on avait bénéficié d'aides financières, mais pour des raisons personnelles, le projet n'a pas vu le jour. Est-ce qu'il y a un historique, sachant que du coup, on n'a pas touché à cet argent, il n'a pas été versé, etc. Est-ce que ça peut être une problématique pour moi qui ai un nouveau projet et qui souhaite peut-être me représenter? Est-ce qu'il y a un historique, sachant qu'on n'a pas touché à ce capital? On a été dissolu, enfin, on s'est dissolu avant, pardon. Ou est-ce que ça pourra peut-être me porter préjudice dans le sens où on a déjà eu, entre guillemets, cette chance, cette aide financière, mais qu'on l'a pas saisie? Est-ce qu'il y a un historique En sur clair, ça est-ce ou qu'il y a une pas? blacklist, c'est ça? Exactement. Merci Lionel. Non, dans l'absolu, non. Enfin, bien sûr qu'ils gardent le track record de. Enfin, si c'est du prêt d'honneur, c'est un prêt, comme on disait, à la personne. Donc, à la limite, ils pourront recouper. Mais si le financement n'a pas été versé, en plus, eux, ils n'ont même pas pris le risque à proprement dit. Donc, il n'y a pas de sujet. Et en plus, là, ce sera un nouveau projet. Donc, globalement, il n'y a pas de sujet là-dessus. Tu peux aller retoquer à leur porte sans trop Ok. d'inquiétude. Parce qu'il y avait quand même la banque qui avait été en collaboration, etc., qui nous avait aussi
grâce justement à cet organisme, on avait pu débloquer un prêt à la banque aussi. Donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà en marche. Ça avait été accepté. Mais je sais pas, en fait, j'ai la crainte de me représenter et qu'ils se disent, bon, on a déjà fait toutes ces démarches pour au final que ce soit pas De toute façon, utilisé. Donc, je sais pas. le projet a été dissous avant que tu contractes, que tu reçoives les fonds, de toute façon. Oui, Donc, il n'y a pas de sujet, juste eux, ils ont clôturé le dossier et tu repartiras sur un autre projet. Mais par contre, la ok, logique sera la même de cofinancement avec une banque. ok. Merci Là, beaucoup. ton projet, c'est le même lieu d'immatriculation? Enfin, la même région, le même département? Non, moi j'étais Midi-Pyrénées avec France Active et enfin, c'était à Perpignan et là je suis à Bordeaux. Non, ben voilà, il n'y a même pas de sujet alors. On aurait dû Ah on aurait d'accord. dû couper Ah par là. ok. Ah ok. Ah bah super. Ok, ok. Très Merci départemental. beaucoup. Ouais. C'est très départementalisé, ils communiquent pas trop entre eux. Et en plus, après, si le projet, j'imagine, enfin, je sais pas si c'est le même ou pas. Non, non, c'est pas du tout le même, ça a rien à Alors, il y voir. a pas de- C'est même pas le même impact, donc Non, mais voilà, totalement il y a différent. zéro sujet. Toi, en tant que personne, tu n'es pas blacklisté, il y a Ok, vraiment zéro même sujet. si j'avais eu un prêt d'honneur aussi. Ouais, non, il y a zéro sujet. Ok, T'inquiète. merci Non, beaucoup. tu as le J'ai le feu totem vert, d'immunité, Sandra, c'est bon. c'est ça. Merci On beaucoup. passe la parole à Hélène. Oui, pardon, finalement, j'ai des questions. C'était pour savoir les prêts enfin, sur l'honneur, c'est toujours à taux zéro ou pas spécialement? Oui. Oui, ok. Et si je veux passer par ma région, par exemple, pour des subventions ou une aide, pour contacter la région, généralement, on passe par la mairie de notre ville qui commence à faire des démarches, on contacte directement le département, enfin la région. C'est une question si on contacte la ville ou la région. La ville ou Oui. la région en fonction de l'appel à projet que tu vas regarder. Mais du coup, en fonction de ton lieu, tu peux aller voir directement sur leur site pour voir un peu les appels à projets qui sont en cours, ceux qui pourraient répondre à tes besoins en termes de financement en fonction de la thématique. Et ensuite, tu peux les contacter directement pour un peu préqualifier, on va dire, avec eux ton éligibilité avant de soumettre un dossier. Ok, ok, ça marche. Merci. Merci Hélène. On a une question de Léa. Oui, je voulais savoir au niveau de justement tout ce que vous disiez, prêt d'honneur ou appel à projet ou ce genre de choses, est-ce qu'il y a une plateforme en ligne, un site où ça va vraiment être répertorié ou c'est en fonction de chaque région, il faut un peu chercher? Cette question-là, elle tombe à à toutes nos présentations. C'est pour ça que ça fait partie de notre métier. Il n'y a pas un site où il y a tout. Ce serait trop bien. C'est un peu notre rêve, mais je pense qu'il y a un site de BPI France pour la partie appel à projet, surtout au niveau national. Après, c'est au niveau régional où, en fonction de la maturité de vos projets, de vos besoins de financement, si vous allez chercher des subventions de 20, 30 000, enfin 50 000 euros, vous pouvez aller directement sur euh, les portails de votre région. Il y a des régions qui sont plus ou moins bien achalandées, plus ou moins bien, enfin, c'est plus ou moins bien structuré. Mais c'est directement sur les régions le plus facile. Ou sinon, après, c'est les produits classiques des financements de BPI France ou les produits. Mais pour les appels à projets spécifiques, c'est surtout sur les régions. Je pourrais essayer de vous envoyer des liens, un ou deux liens que moi, par exemple, je suis pour essayer d'avoir les appels à projets en tête. Mais sinon, il n'y a aucun lieu où il y a tout qui existe. Ok, merci. Mais Merci dans un Léa. temps, si jamais vous avez des questions, une fois que vous aurez une fois que cette semaine sera passée, que vous aurez peut-être un peu digéré, et que vous aurez si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. On prendra toujours 30 minutes de notre temps pour vous conseiller sur votre roadmap, un peu la stratégie à mettre en place. Sachant que nous, on fonctionne majoritairement sur une facturation au succès dès lors qu'on lance un dossier ensemble. Donc toute la partie en amont de conseils sur votre stratégie de financement, c'est une partie qu'on fait en pro bono de notre côté. Ok, super. Pour tous les présents de la région PACA,
pas de la promotion, pardon, PACA. Vous retrouverez l'équipe 3i Financement lors de votre campus numéro 3 de tête, ça doit être le 15 avril pour vous, 15 avril 2025. Alors, je ne sais même pas si Fatima vous a communiqué les dates pour Constantialis, mais c'est le 15 avril 2024 et où vraiment il y a une journée qui est consacrée à la structuration de votre business plan, à la recherche de solutions de financement, etc. Ce qui généralement, pour la plupart, Constantialis, des projets, arrive au moment où le travail a été effectué, a été bouclé sur la définition du projet, l'étude de marché, le prototypage, l'identification d'un MVP et on arrive en pré-lancement d'activité et où donc doit être réalisé le premier business plan avec cette double dimension de recherche de rentabilité d'un côté et d'optimisation de l'impact social et environnemental de l'autre. Donc, là, c'est vrai qu'on sort, on va dire que c'est le 4e jour du programme aujourd'hui, donc c'est un peu tôt, mais c'est plutôt encourageant de voir que vous posez déjà ces questions. Ta main est toujours levée, Léa. Tu as une autre question ou c'était la question précédente? Non, c'était la question précédente. Ok, d'accord. Est-ce qu'il Merci. reste une question éventuellement? Non, c'est ok pour tout le monde? Bon, bah, on est dans un parfait timing, il est 15 heures. Donc, merci à tous pour votre participation. De toute façon, je mets la vidéo en replay pour vos camarades. Et un grand merci, Alice et Constance. Et à très vite sur un prochain campus. Je crois que le prochain, c'est en région Aura. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci Lionel. Merci à toutes et tous. Merci. Merci. Merci à vous. Merci, au Bonne revoir. journée. Bonne journée.